Le grand jury de RFM plonge dans les eaux du port autonome de Dakar. Le vice-président du SYNPOS, syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal, son vice-président Ndiankou Mbengue est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Beaucoup de questions. L'attribution du terminal vraquier à Necotrans, les risques de perte d'emploi, le protocole ARMP Port SYNPOS, l'implication des députés et plusieurs autres sujets. Ndiankou Mbengue, vice-président du syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal, face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury, dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, le grand jury de la RFM, a le plaisir de recevoir Monsieur Ndiankou Mbengue. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Vous êtes le vice-président du syndicat des entreprises des manutentions des ports du Sénégal, SYNPOS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ndiankou Mbengue, vous êtes le directeur général de la société de manutention logistique transport MLTSA et comme employeur, membre du bureau du CNP. Bon à préciser, Baïdi Agne, président du Conseil national du patronat, est également le président du SYNPOS. S'agissant de votre profil académique, vous êtes titulaire du diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion immobilière à Paris et du DES commerce international de l'Université de Lille, en France toujours, et du centre Trémar de Dakar au Sénégal. Ndiankou Mbengue, l'actualité, c'est l'attribution du terminal vraquier à la société Necotrans, une société française. Le directeur général du port et son collègue de Necotrans ont signé la convention mercredi dernier à Dakar. Une concession pour une période de 25 ans du terminal du Môle 8, plus connu sous le nom du terminal vraquier. La cause n'est-elle pas entendue malgré votre opposition à l'attribution de ce marché? Bonjour Mamoudou. Vous me permettrez d'abord de saluer un peu toute la population sénégalaise parce que je ne suis pas habitué à aller dans les radios. C'est l'actualité qui m'amène souvent ces temps-ci à y aller. Mais j'étais tellement tranquille dans mon coin, on ne m'entendait pas. Donc je salue toute la population sénégalaise. J'en profite pour saluer les auditeurs de la belle station RFM. Mais vous me permettrez quand même de rendre hommage à deux personnes. Bien sûr, M. Youssou N'Dour, qui est quand même un Sénégalais à qui on doit beaucoup de remerciements, beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragement et beaucoup de reconnaissance parce que c'est un entrepreneur. Comme vous. Oui, absolument. Mais je pense que c'est pour ça que je lui rends hommage parce que simplement je sais, j'ai vu un peu d'où il vient et où est-ce qu'il est arrivé et on a besoin de gens comme lui, en tout cas, qui sachent que je fais partie de ses admirateurs, quand bien même que je sois entrepreneur. Et une autre personne à qui je vais dire bonjour quand même, c'est Boubacar Diallo, que j'ai eu comme premier employé. Enfin, c'était un employé de chez moi qui a travaillé, son premier salaire, c'était avec moi. Ah, ça, c'est un scoop, ça. Oui, c'est un scoop qui a travaillé chez moi. Et vraiment, c'est un garçon que j'admire lui aussi, qui s'est beaucoup battu et qui est arrivé là où il est arrivé. Comme donc, quoi, comme docker? Comme travailleur journalier au port. Alors, l'actualité, cette concession à Necotrans du terminal vraquier, est-ce que la cause n'est pas déjà entendue malgré votre forte opposition? Alors, Monsieur Kane, vous me permettrez d'abord de faire un peu la genèse de cette affaire, avant de dire que mais répondez quand même à la question. La cause n'est pas entendue, à mon avis, la cause n'est pas du tout entendue, parce que je pense qu'aujourd'hui, si les gens comprennent bien les enjeux, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui est arrivé, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui sacrifier autant de professions, autant de monde, autant d'employés pour une concession à une entreprise qui n'en avait pas véritablement la compétence, qui n'en avait pas le passé, qui n'a jusqu'à présent pas fait de pondération. La cause ne peut pas être entendue du tout. Que la concession soit signée, nous l'avons dénoncé depuis le début, depuis le 13 novembre 2013, nous avons dit cette concession-là ne peut pas se faire. Elle n'est pas légale, elle n'est pas rentable pour l'État du Sénégal, elle n'est rentable que pour le concessionnaire, même pas pour le port. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi ça doit prospérer. D'autant plus que ça, quand même, amène au chômage 3000 personnes, ça ferme à peu près 9 entreprises. Pourtant, le directeur général du port, Cheikh Kanté, a dit que c'est une affaire
économiquement viable, socialement équitable et environnementalement, même il a ajouté quelque chose, en tout cas, qui respecte l'environnement. Juridiquement valable. Et juridiquement valable. Ben voilà, c'est vous qui complétez. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Du tout. Je reviens sur chaque motif de satisfaction de M. Kanté. Il dit juridiquement valable. Alors, vous savez, et je veux justement lever un équivoque quelque part. Dans une des émissions passées chez vous il y a 2 ou 3 jours, pour ne pas citer l'émission Faram Fatié, j'entendais un membre du directoire de TFM, de l'APR, voilà, un des membres du directoire de l'APR dire oui, il y a eu appel d'offres. Je tiens à préciser, et à repréciser, je pense que le débat ne se posera plus, qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y en a jamais eu sur ce dossier-là, et il n'y en aura pas. Ça c'est clair, il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Oui, mais justement, le port autonome de Dakar fonde sa décision sur le fait qu'il estime que l'attribution des concessions du MOL 2 et du MOL 8, respectivement, au groupe Bolloré et Necotrans, trouve son fondement légal dans la loi 87-18 d'août de 87, modifiée par la loi 92-63 de décembre 92, autorisant la création de la Société nationale du port autonome de Dakar. Oui, M. Kane, mais justement, il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas faire croire à tout le monde. Et je dis encore, M. Kanté a trompé, parce que quand j'entends quelqu'un du directoire de l'APR dire que c'est un appel d'offres, M. Kanté a trompé même ses proches. Ce n'est pas un appel d'offres. C'est d'abord dissocier les 2 cas. Le cas du MOL 2 a bel et bien fait l'objet d'un appel d'offres. L'attribution de la concession du MOL 2 au groupe Bolloré a fait l'objet d'un appel d'offres qui a été remporté par le groupement Grimaldi Smith & Craft. Il y avait d'autres qui avaient soumissionné et qui ont perdu, oui, à la régulière. À la régulière. Donc c'est le groupement Smith & Craft, Grimaldi Smith & Craft qui a remporté la concession, qui avait remporté la concession du MOL 2. Mais malheureusement, chemin faisant, le groupement, non pas Smith & Craft, qui est soumis quoi en même temps, Grimaldi a écrit au port pour dire nous revenons sur notre offre qui n'est plus valable économiquement. Parce que peut-être s'entend que les conditions économiques avaient changé et il y avait eu en réalité un changement au niveau de l'État du Sénégal. Il y avait alternance. Le port a jugé bon, non pas de relancer l'appel d'offres, mais d'attribuer au second. Le second, c'était le groupe Bolloré. La contestation par rapport à ce MOL 2-là vient du fait que d'aucuns ont estimé, puisque les conditions économiques avaient changé, puisque le délai de 10 ans était passé à 25 ans, il fallait absolument relancer l'appel d'offres. Le port a dit non. Moi, je considère qu'il y a eu déjà appel d'offres, je procède au second. Ce qui a amené Bolloré. Il n'a peut-être pas tort tout à fait. Vous n'êtes pas d'accord avec le port? Je pense objectivement, si les conditions économiques ont changé, il devrait avoir relancé l'appel d'offres. L'appel d'offres devait être relancé parce que les conditions, la durée avait changé, les conditions avaient changé, donc l'appel d'offres devait être relancé. Mais quand cela retienne, le port n'a pas relancé et a attribué au deuxième. Donc ce qui a fait l'objet d'une contestation. Par contre, le dossier de Necotrans n'a jamais fait l'objet d'un appel d'offres. Je persiste et je signe. Personne ne pourra prouver un jour qu'il y a eu un cahier des charges qui a appel d'offres sur ce dossier-là. Et apparemment, la direction du port ne s'accroche pas à cela. Elle dit plutôt que la loi portant sa création permet justement une concession, une attribution sans aucun mode de passation d'appel d'offres. Oui. C'est ce que la direction du port soutient. Absolument. J'en viens, ça c'est l'aspect légal. Ouais. La loi de 87 dispose, en termes clairs, que le port peut faire des concessions, mais retenez bien le mot, des concessions domaniales. Qu'est-ce qu'une concession domaniale? C'est une concession qui porte sur le domaine portuaire. C'est-à-dire le port a le droit, de par le pouvoir donné par l'État, de concéder sur le territoire du port une partie.
Cette loi de 87 a été modifiée par la loi de 92 qui vient donner des pouvoirs supplémentaires aux concessionnaires en faisant extension du délai qui était de 10 ans. La loi de 92 l'a amené à 25 ans. Même mieux encore, en matière de sûreté, la loi permet aux concessionnaires de mettre en hypothèque les réalisations, les investissements, ce qui n'existait pas avant et qui rendait fragile l'investissement. Quand vous allez demander un financement à une banque pour financer 2 ou 3, 4 milliards de francs CFA, il est normal quand même que vous pouvez quand même l'hypothéquer. Donc la loi de 92 ne permettait pas cela. La loi de 87 plutôt ne permettait pas cela. C'est la loi de 92 qui a permis ces aspects-là. Oui. Donc la concession domaniale, c'est le fait de pouvoir donner à une société une partie sur le périmètre portuaire. Oui. Bien. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Mais il faut faire attention. J'ai dit la concession domaniale est différente de la concession d'activité. J'en viens. Ce n'est pas la première fois que le port fait une concession domaniale. Les premières concessions domaniales, pour ne pas citer celles qui sont lointaines, sont celles de Grands Moulins de Dakar. Les Grands Moulins de Dakar bénéficient d'une concession domaniale au port de Dakar au môle 4. Le poste 42, il y a des installations des Grands Moulins de Dakar pour décharger ces bateaux de blé. Au môle 4 toujours, poste 41, Sonacos, actuel Senior, il dispose des installations qui permettent d'embarquer du tourteau à l'export vers l'Europe. Au môle 5, qui vient juste après, la nouvelle société qui s'appelle Grand Côte Operation, qui exporte le sable zircon, qui l'extrait à partir de Diogo, vient de réaliser des investissements à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Ces investissements-là, pour les avoir, Grande Côte a bénéficié d'une concession domaniale. Les Sénégal ont une concession domaniale au môle 8, qui fait l'objet d'ailleurs du permis de concéder, on en reviendra. J'en viens de la dernière concession pour parler justement de ces concessions. C'est au niveau du môle 8 toujours, la SSPT dispose d'une concession domaniale. Le fait de disposer d'une concession domaniale ne veut pas dire que vous devez faire l'activité. Dans le cahier des charges, pour que vous puissiez être concessionnaire, il faut justifier d'un trafic. Ce qui n'est pas, mon cher Mamadou, le cas de Necotrans. Necotrans n'a pas de trafic à ce jour dans le port de Dakar. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui, Necotrans n'a pas de trafic de pondéreux qui donne au port l'autorisation de lui concéder dans le domaine. Alors, pour rappel, la surface porte sur 91 000 mètres carrés, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Monsieur Kane. Donc ça, c'est l'aspect légal. Donc l'aspect légal, je pense, est évalué. Légalement, si le texte se permet, le texte dit la concession, elle ne peut être que domaniale, mais il faut se justifier d'un trafic pour pouvoir le faire. Le domaine, c'est possible. Personne n'interdit au port, en vérité, de donner une concession domaniale à Necotrans. Personne ne peut l'interdire. La loi lui permet cela. Mais par contre, ce que le port ne peut pas faire légalement, c'est de prendre l'activité qui a été faite depuis des années par des sociétés et de confier ça à Necotrans alors que Necotrans n'en a pas. Ça, c'est l'aspect légal. Maintenant, si on en vient à l'aspect économique, Necotrans va donner 2 milliards à guise de ticket d'entrée. Necotrans a promis de faire des investissements de 48 milliards de francs CFA. 48 milliards de francs CFA. Oui. En revanche, le port lui donne 91 000 mètres carrés. En revanche, le port lui donne le monopole de l'ensemble des opérations de manutention de pondéreux. Et quand je dis pondéreux, pour que les gens comprennent bien, c'est tout ce qui est phosphate. C'est-à-dire les productions des phosphates de Thiès, des phosphates de Taïba, de Cephos, de Sénégal Mine vont être effectués en manutention par Necotrans. Ça, plus le trafic des ciments du Sahel. Les ciments du Sahel font de l'exportation de clinker. Le clinker entend la fabrication du ciment. Les ciments du Sahel font de l'importation de charbon pour diminuer la consommation d'électricité dans d'autres usines.
En plus de ça, il y a du trafic qui vient de la sous-région, c'est-à-dire le minerai de fer pour une société qui travaille avec nous, pour une autre société de cimenterie implantée au Mali. Donc tout ce trafic-là, qui est aujourd'hui chiffré à 1 200 000 tonnes, voire 3 millions en extension, va être monopolisé par Necotrans qui n'en a pas une seule tonne à exécuter. Ça, c'est deuxième avantage. Troisième avantage, mais c'est pendant 25 ans que Necotrans va décider ce trafic-là. Pendant 25 ans, personne ne pourra accéder sur ces 91 000 m². Pendant 25 ans, Necotrans pourra appliquer les prix qu'elle voudra bien appliquer. Justement, vous connaissez bien les réalités. Necotrans devrait amasser une fortune de combien sur les 25 ans? Absolument, M. Kane. Necotrans, cette fortune, est-ce que vous avez fait une estimation? Mais cette fortune est estimée aujourd'hui annuellement à 22 milliards en recettes chez Necotrans. 22 milliards de francs CFA pour un ticket d'entrée de 2 milliards. Pour des investissements promis sur 3 ans, même sur 25 ans on peut dire, de 48 milliards, alors que Necotrans a facturé 22 milliards par an. Sur 25 ans, vous faites les calculs, vous êtes à 550 milliards de francs CFA. Nous reviendrons sur ces aspects économiques qui sont très importants, mais Ndiankou Mbengue, invité du grand jury de la RFM, vous êtes le vice-président du syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal. On va quand même parler de ce protocole d'accord que vous avez signé avec Necotrans à la suite d'une médiation de l'ARMP que vous-même vous avez sollicité. Dans le protocole d'accord signé au nom du Sympos par votre président Baïdi Agne et du port par Cheikh Kanté, il est pourtant fait mention de l'acceptation par les deux parties de la médiation initiée par l'ARMP et qui s'est exprimée par votre présence lors de la réunion du 20 janvier 2014. À cette réunion avaient participé les représentants du Sympos, les dirigeants du port, les représentants de la société Necotrans, les membres du comité de règlement des différends de l'ARMP et les représentants du collectif des députés. Que faites-vous aujourd'hui de cette médiation initiée par vous-même et sanctionnée par un protocole d'accord? Alors, M. Kane, j'en viens. Ce protocole est le résultat de plusieurs actions. Je reviens à la date initiale. Je fais une petite anecdote. 2 mois avant le conseil d'administration du port du 13 novembre, bien sûr en tant qu'opérateur portuaire, j'ai eu dire dans le port que la direction du port, notamment M. Kanté, avait l'intention de donner en concession l'ensemble des activités de pointe-de-rue à Necotrans. J'ai dit, ça me concerne parce que je fais quand même 60% de ce trafic-là. Je suis allé voir M. Kanté, j'ai demandé à le rencontrer, je l'ai vu, je lui ai posé la question. M. Kanté, il paraîtrait, je mets ça au conditionnel, que vous avez l'intention de donner en concession l'ensemble des activités de pointe-de-rue du port à une société qui s'appelle Necotrans et qui n'est pas connue au port de Dakar en tant qu'acteur. Il me dit non, Ndiankou, c'est pas vrai, les gens racontent des histoires, mais ça n'existe pas. Et j'ai dormi. Le 13 novembre, non, pas bien, 15 jours avant le 13 novembre, il nous envoie au niveau du Sympos un dossier pour justement la concession du tribunal. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais je pense que vous vous êtes trompé, vous m'avez dit que ça n'existe pas. Il m'a dit, notre marche est irréversible, nous la ferons cette concession. J'ai dit oui, ok, de toutes les façons, nous reviendrons en conseil, nous en parlerons. Quand on est revenu en conseil, j'ai dénoncé ça, bien sûr, parce que pour moi, cette concession ne peut pas tenir, parce qu'il y a ce trafic-là est fait par des gens, on ne peut pas les spolier. Parce que vous êtes membre du conseil d'administration. C'est mon syndicat qui est membre de ce conseil. Le syndicat. Le Sympos, qui est membre du syndicat du conseil d'administration. Le Sympos est membre du conseil d'administration. Donc on a contesté la décision, et vous avez dû peut-être voir tous les courriers qui ont été échangés avant et après. Et donc j'avais en charge de discuter un peu de cette question-là par rapport aux différentes parties, c'est-à-dire le port, tout le monde. Un jour, nous avons été saisis par un groupe de députés que nous avions d'ailleurs à l'époque vu pour leur exposer l'affaire Necotrans.
qui avait dit, cette question-là, quand même, comme vous l'exposez, il y a des risques de perte d'emploi, il y a des risques de fermeture d'entreprise, il est quand même important qu'on puisse se lever. Et en ce moment-là, ils ont saisi l'ARMP. L'ARMP nous a invités autour d'une table pour une discussion. Et c'est vrai, ce jour-là, ce 20 janvier, si je me mémoire est bonne, Sympos y était, Necotrans y était, le comité de règlement différent y était, un groupe de députés, il y en a 7 ou 8 qui étaient pour justement évoquer la question. Après presque 2 ou 3 heures de réunion, on n'avait pas trouvé un consensus. L'ARMP nous a dit quand même, nous voulions que vous alliez discuter sur la régulation du port. Mais cette réunion sur la régulation du port ne s'est jamais tenue. Jamais. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous sommes partis de réunion, M. Kanté m'a envoyé un SMS pour me dire, je voudrais te rencontrer et discuter avec toi à propos de Necotrans. Il dit, bon, je n'ai pas fermé la porte, je suis allé le voir. Je suis allé le voir, il me dit même en privé, c'est lui qui me dit en privé. Je dis, ok. Je suis passé le voir, il m'a dit, mais bon, Django, il faut comprendre que tu es le plus important de toute cette histoire, vraiment accepte, on peut même te donner 30%. J'ai dit, je pense que vous vous êtes trompé, je ne suis pas venu pour discuter, pour parler de moi. Je ne parle pas de moi, je parle d'une profession, parce que je ne suis pas le seul à faire, quand bien même que j'en fasse 60%. Il m'a dit, ok, je vais appeler le patron de Necotrans, nous allons en parler, et il viendra demain, on se mettra autour d'une table pour en parler. Le lendemain, je suis revenu, et à ma grande surprise, je n'ai pas vu M. Necotrans, c'est la direction du port qui m'attendait dans le bureau du DG. La direction du port m'a fait savoir que nous avons trouvé la solution par rapport à cela. Nous allons, toi, puisque c'est toi qui catalyse le plus grand trafic, on va te laisser travailler sur un autre poste qui n'est pas dans le périmètre concédé à Necotrans. J'ai dit, vous ne vous réglez pas un problème comme ça. Encore une fois, quand on quittait l'agence de régulation, c'était de pouvoir se retrouver sous la régulation du port, je m'excuse de la répétition, et qu'ensemble les parties intéressées, c'est Sympos, c'est Cephos, c'est Necotrans, et sous la régulation du port, qu'on trouve une solution définitive par rapport à ces problèmes que nous avons posés. Et depuis ce jour, je n'ai plus eu de feedback. Pendant tout le temps, du 13 novembre jusqu'au 20 janvier, c'est moi qui ai écrit tous les courriers, c'est moi qui ai fait toute la discussion. Mais il y a quand même un protocole d'accord qui est signé. J'en viens à ce protocole. Alors, donc, moi, on les attendait que la réunion soit convoquée. Monsieur le président Bédiagne, qui a été approché par M. Nian, Sayer, le directeur de l'ARMP, a eu une première réunion avec M. Cheikh Kanté, dans son bureau, dans le bureau de l'ARMP. À la sortie de cette réunion, il m'a appelé. Il est même venu me voir en me disant, on se réunit avec M. Kanté et nous avons, quelque part, compris qu'il fallait trouver des solutions pour pouvoir avancer. J'ai dit, président, c'est vrai, quand cela ne tient, quelles que soient les solutions qui seront trouvées, il faut se mettre dans la tête qu'il s'agit de nos entreprises, qu'il s'agit de nos employés, qu'il s'agit des investissements auxquels on devra faire face. Ces aspects-là ne devraient pas être oubliés. Ça, c'est un premier compte rendu. Un deuxième compte rendu, c'était à la veille du PSE. Monsieur le président Bédi était parti en voyage. Il est revenu du voyage. Il m'a dit qu'il avait effectivement rencontré M. Kanté. Ils ont parlé en France. Au retour du voyage, il a convoqué une réunion au niveau de Sympos. Cette réunion au niveau de Sympos, il l'annonce en disant, j'ai pris des engagements comme quoi c'est le contenu de ce protocole. J'ai dit, Monsieur le président, vous ne pouvez pas prendre des engagements sur des choses sur lesquelles nous n'étions pas d'accord au préalable au niveau du bureau. Donc vous contestez le protocole d'accord? Absolument. J'ai écrit à l'ARMP. M. Bédiagne est quand même votre président. Oui, mais monsieur Khan, quand même qu'il soit notre président, c'est le président d'un syndicat. Il ne peut pas appliquer contre la volonté des membres, d'autant plus que l'un des membres a le trafic le plus important, c'est moi. Le deuxième qui a le trafic le plus important, c'est ICS, qui n'est pas d'accord dans le protocole, qui est dans le groupe des contestataires. Donc vous ne pouvez pas l'appliquer contre nous, parce que les principaux perdants dans ça, c'est nous deux. C'est MLT et ICS. Donc ce protocole-là ne peut pas tenir pour nous. Quand bien même vous dites, j'en viens, quand bien même vous dites, le protocole donne 15% sur les actions de Dubaï. Le protocole donne 20% sur les actions de Bolloré au Molde. Le protocole donne 35% sur les actions de Necotrans. J'ai dit, mais... Et même plus loin, pour le terminal céréalier, une concession exclusive est même promise aux nationaux quand arrivera le moment d'attribuer ce marché. Où est le problème? Il y a un problème. Monsieur Khan, vous savez, en toute chose, il faut progresser de manière logique.
aujourd'hui, valeur minute. Si vous me dites d'arrêter mes activités et que je donne un Ecotrans, je prends un exemple simple. Arrêtez vos activités, vous donnez un Ecotrans. Mais les actions-là, quand elles seront à vendre, je vais dire avec quoi? Ces actions-là, quand elles seront à vendre, je n'aurai pas les moyens de les acheter parce que je devrais donner mon travail et je me serai arrêté de travailler. Un. Deuxièmement, mon personnel, qu'est-ce que je vais en faire? Les investissements, qu'est-ce que nous allons en faire? Mais le protocole dit que la priorité d'embauche sera accordée au personnel des entreprises impactées qui doivent également être indemnisés. Oui, mais ça, il faut le mettre en œuvre. Il faut le mettre en œuvre avant de commencer à travailler. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Necotrans veut démarrer, prendre nos activités, commencer à travailler. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nos bateaux sont bloqués en dehors du port. Les entreprises contestataires que sont MLT, CEFOS, ICS, SSPT, leurs bateaux sont bloqués en rade. Et qui constituent la majorité? Bien sûr, c'est nous qui faisons le trafic. Sur les 1 200 000 tonnes que nous faisons, les 1 million de tonnes sont faites par ces 4 sociétés-là. Très bien, très bien. Mais quand même, il y a ce protocole qui fragilise votre position. Non? Oui, mais monsieur Khan, je vais vous expliquer le processus de ce protocole. Je vais vous expliquer le processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dommage, monsieur Bédichi, on en a parlé. Il dit, monsieur le Président, objectivement, ce protocole devrait être la conclusion de tous les points sur lesquels nous devons être d'accord. C'est-à-dire, nous devons nous asseoir, dire MLT, vous avez tant de personnel. D'ailleurs, le directeur général du port m'a écrit hier, le 19, pour me dire, monsieur Mbeng, dans le cadre de la mise en œuvre, des accords s'impose PAD. Ce n'est même pas des accords s'impose Necotrans PAD, c'est des accords s'impose PAD. Là aussi, il y a vice de forme. Je ne vois pas, moi, comment on peut opposer à Necotrans des accords qui n'ont pas signés. Je ne vois pas comment on peut opposer à SDV des accords, ou le groupe Bolloré, des accords qui n'ont pas signés. Je ne vois pas comment on peut opposer à Dubaï Port des accords qui n'ont pas signés. Quelle est aujourd'hui la position de votre président, Baïdy Agne? Mais mon président Baïdy Agne, c'est vrai, quand il signe en tant que président, il ne peut pas revenir derrière là-dessus. Mais il a compris. Il m'a dit, j'ai compris. J'ai compris. J'ai dit, président, vous êtes précipité à signer sur des choses qu'on pourrait négocier et qui étaient les préalables avant la signature d'un protocole. Ces questions, c'est des questions qui sont fondamentales. Ces questions sont fondamentales dans la mesure où on ne peut pas aujourd'hui me demander de donner mon trafic à Necotrans et que demain, je me retrouve avec des employés au chômeur, je me retrouve à ne pas pouvoir acheter des actions, je me retrouve à devoir payer les investissements que je fais avec des banques. Avec quel argent je vais payer ça? Parce que je ne travaillerai plus. C'est ça, en fait, là. Justement, vous parlez de risque de perte d'emploi chiffré à 3000 emplois. 3000 emplois. Mais sur quoi vous fondez-vous? Et ce n'est pas un chiffre pour faire peur? Non, nous sommes 9. Chacun d'entre nous a au moins plus de 300 employés. Chacun d'entre nous a plus de 300. Vous-même, vous employez 300 personnes. 300 personnes, oui. Je ne cite pas les employés de Somikwa, parce que Somikwa ne fait pas de notre groupe. Je ne cite pas, même le groupe Bolloré fait partie des sociétés impactées par Necotrans. Mais par contre, le groupe Bolloré ne peut pas parler parce que le groupe Bolloré bénéficie du Molde. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, en fait. Les gens, c'est ça. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont bénéficié. Peut-être qu'ils vont se lever un jour et parler. Mais aujourd'hui, le Molde, en fait, c'est, comme je l'ai dit, c'est une sucette qui les empêche de contester la décision de Necotrans. C'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, ce protocole devrait être non pas la première phase, mais l'aboutissement de choses qui seront consignées. Nous n'avons jamais contesté, encore je l'ai dit en termes clairs, que Necotrans vienne investir au port de Dakar. Ce que nous ne pouvons pas accepter, et ce que nous n'accepterons jamais, c'est que simplement, que notre trafic que nous avons réussi à amener, ça c'est la troisième partie des arguments, légal, économique, le trafic qui existe aujourd'hui, ce n'est pas un trafic fortuit, c'est un trafic pour lequel on s'est battu pour le faire passer au port de Dakar. Si le minerai de fer quitte le Mali pour passer par le port de Dakar, par la grâce de Dieu, c'est avec notre démarche logistique pour que ça passe au port de Dakar. Si le charbon qui va à la cimenterie du Mali, au lieu de passer par Abidjan, passe par Dakar, c'est parce que nous avons fait des solutions logistiques qui ont séduit les cimentiers,
les miniers maliens pour passer par le port de Dakar. Ils ont le choix de passer à Abidjan. Abidjan est à 900 km. Dakar est à 1200 km. Et pourtant, ils passent par Dakar. Alors, que vous défendiez le principe de la préférence nationale, cela peut se comprendre, mais ça étonne également certains que vous vous braquiez contre Necotrans, à qui on vient d'attribuer le terminal vraquier, le MOL 8, alors que vous êtes presque doux comme des agneaux, une façon de parler, s'agissant de Dubai Port World qui exploite le terminal à conteneurs, Bolloré, vous l'avez dit, qui exploite le MOL 2, le terminal roulier. Pourquoi vous braquez uniquement contre Necotrans? Monsieur Khan, je vous ai dit tout en train, au moins les 2 premières concessions ont fait l'objet d'appel d'offres. Au moins, ça c'est une constante. Les 2 premiers. Dubaï a fait l'objet d'un appel d'offres qui a été contesté. J'ai été le premier à contester en disant je ne comprends pas que nous soyons là dans ce port, que nous travaillons dans ce port depuis des années, que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour prendre la concession du terminal à conteneurs. À l'époque, malheureusement, les sociétés multinationales n'avaient pas entendu notre voix, pensant que nous étions encore trop jeunes ou trop petites en tant qu'entreprise pour pouvoir partager avec nous cette aventure. Résultat des courses, personne de nous n'a gagné. C'est quelqu'un qui n'était jamais venu, qui n'était jamais au port de Dakar qui venait remporter la palme. C'est Dubai Port. Quoi qu'on dise quand même, il faut toujours dire la vérité. Dubai Port est en train d'investir au port de Dakar beaucoup d'argent. Ah ouais? Oui, bien sûr. Dubai Port. Dans cette histoire de traque des biens mal acquis, on a beaucoup parlé de Dubai Port en disant finalement il n'y avait pas d'investissement. Monsieur Khan, moi je ne suis pas politicien, je suis businessman. Oui, mais ça fait partie des questions justement. Je ne suis pas businessman, je ne suis pas politicien, je suis businessman. Oui. Là, je ne parle que de choses que j'ai bêtises. Je vais vous faire une révélation. Oui. Et je me suis dit, dans cette émission et par ailleurs et pour d'autres émissions, vous aurez l'occasion de vérifier tout ce que je vous dirai ici. C'est exactement la vérité que je dirai et rien que la vérité. Dubai Port a investi. Dubai Port a investi et ça c'est visible. Ça personne ne peut le contester. En matière de manutention de conteneurs, Dubai Port a investi. Le cas de Bolloré, j'ai dit Bolloré, il y a eu appel d'offres. La seule chose qu'on peut contester, c'est pourquoi l'appel d'offres n'a pas été relancé quand le premier a désisté. C'était un choix à faire. Le cas de Necotrans, c'est un cas pathétique, il n'y a pas appel d'offres. C'est M. Kanté qui a amené Necotrans dans ses valises pour nous l'imposer, alors que Necotrans était inconnu. Je défie quiconque à travers le monde qui pourra me prouver que Necotrans a fait de la manutention de pondéreux. Je ne parle même pas au Sénégal, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. Quand vous dites M. Kanté a amené Necotrans dans ses valises, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais simplement parce que Necotrans n'était pas... Pourquoi aurait-il intérêt à amener Necotrans dans ses valises? Mais ce Kanté, tout le monde connaît ses relations avec Jetma. Jetma est une filiale de Necotrans. Tout le monde connaissait son passé avec Jetma. C'est quoi? Mais il a toujours eu des relations assez privilégiées. Je lui ai dit, M. Kanté, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire passer vos liens affectifs avec Necotrans pour spolier notre business. C'est des liens avec des relations très proches. Je vais vous faire une révélation. Aujourd'hui, encore une fois, c'est toujours Necotrans. Comment on peut imaginer? Et je pense même qu'il est maladroit, M. Kanté. Et il met au conseil d'administration du port de ce jour l'acquisition par le port de 28 000 m² appartenant à Necotrans pour 16 milliards de francs CFA sur la route de Rufisque. Là, vous avez Serra, les anciens locaux de Serra. M. Kanté veut les racheter pour en faire la direction du port pour 16 milliards de francs CFA. Mais je pense que... En plus de ce marché, oui, qui vient de manière qui est contestée. Il veut racheter cela à 16 milliards de francs CFA pour 28 000 carrés. Ça fait à peu près du 600 000 francs par mètre carré. Ce qui est énorme. Alors, l'éthique même interdit ça. C'est un délit d'initié. Quelque part ailleurs, c'est un délit d'initié, ça. Alors, vous avez mis à contribution les députés. Pourquoi?
Pourquoi vous avez tenu à associer l'Assemblée nationale à votre combat? Oui, nous, dans notre quête, alors, quand le dossier s'est posé, nous avons saisi bien sûr tout de suite l'autorité de tutelle. Le ministre de la Pêche. Ministre de la Pêche. À Et qui on a écrit. Maritime. Oui, à l'époque, qui ça qui n'a pas Haïdar Ali, qui c'était déjà avec lui. C'était Ali Haïdar. Oui, oui. Ali Haïdar, qui n'a pas répondu. Il n'y a jamais de réponse de sa part. Jamais. Nous avons cherché à saisir les autorités supérieures. C'est-à-dire? Nous avons fait copie de la lettre que nous avons. Nous n'avons pas écrit directement à la primature. Nous avons fait copie de la lettre que nous avons envoyée à M. Ali Haïdar, copie à la primature. Nous n'avons pas eu de retour. Nous avons cherché à rencontrer le Conseil économique et social qui nous a reçus et qui nous a bien compris. Qui ça? Le Conseil économique et social. Oui. Qui nous a reçus et qui nous a bien compris, qui nous a écoutés et qui avait promis de continuer à regarder ce qui se passe réellement et appeler le port en audition comme ils ont fait avec nous. Nous avons rencontré le médiateur, mais on n'a pas eu de suite. Nous avons rencontré quand même, on s'est dit, mais il faut qu'on aille voir les députés, les représentants du peuple. Parce qu'on cherchait, nous, objectivement, une solution pacifiée qui permettait de comprendre qu'est-ce qui pouvait se faire. Nous n'étions pas opposés encore et nous ne sommes pas opposés à Necotrans. Il n'y a pas de raison particulière. Toute entreprise, toute société, toute multinationale peut investir au Sénégal, mais au moins qu'on respecte les règles. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, vous avez suivi l'actualité en France. On parle de quoi? De patriotisme économique. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs dans lesquels vous ne pouvez pas investir sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Sécurité, défense. Maintenant, les gens sont en train de l'étendre à certains clés que sont le transport, que sont la santé, que sont les télécommunications. Mais l'argument qui vous est opposé souvent, vous, secteur privé national, c'est que financièrement et techniquement, vous ne pesez pas lourd. Transposé au cas du port de Dakar, est-ce que c'est vrai? Une très bonne question. M. Khan, dans le cas de Necotrans, elle allait chercher l'argent où? Pour se faire financer? Où? Je vous renvoie la question. Non, Necotrans est allé chercher l'argent chez la Banque Ouest-Africaine de Développement, chez Ecobank et la BOA. Ecobank, BOA, oui, qui sont les banques partenaires. Oui, mais ça, ce pas des banques qui sont en Europe, c'est des banques locales. Ces banques-là, aujourd'hui, je vous garantis, si on me donne la concession, ça je parle devant tout le peuple sénégalais, si on me donne la concession, je multiplie le chiffre de Necotrans par 2 en investissement. Ah oui. Je ne parle, bien sûr. Vous êtes prêt à mettre 100 milliards? Je suis prêt à mettre 100 milliards d'investissements si on me donne la concession du môle 8. Et cette concession du môle 8, moi, si le port est d'accord, les autres acteurs ne poseraient aucun problème. Aucun problème parce qu'ils connaissent notre compétence. M. Khan, je vous explique. Ça fait, c'est vrai, 25 ans que je suis dans le port. J'ai fait 15 ans en tant qu'employé. Je suis parti de la plus petite échelle en tant que simple employé pour devenir directeur de cette société-là que j'ai créée. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi on ne sent pas une mobilisation du privé national à vos côtés, derrière vous? Mais parce que ce sont ces pratiques-là qui nous empêchent de vivre, M. Khan. Quelles pratiques? Les pratiques, justement, de Necotrans. Aujourd'hui, moi, j'en viens, je vous explique. Oui. 15 ans d'employé simple. Ouais. Je travaille, je franchis les étapes pour arriver à être directeur général. Je crée mon entreprise en 2005. L'entreprise dont on parle là, qui est première en matière de ponderie au port de Dakar, a été créée en 2005. Ouais. Cette entreprise-là, que nous allons fructifier, que nous voulons fructifier par la grâce de Dieu. Son nom, à titre de rappel, c'est... Manutention, logistique, transport, MLT-SA. Très bien. Que nous pensions fructifier, que nous pensions demain, ce n'est pas seulement faire des investissements dans le port de Dakar. Nos ambitions, c'est de devenir demain des armateurs. Nos ambitions, c'est demain d'acheter des bateaux pour pouvoir assurer le commerce extérieur sénégalais. C'est ça, en fait, l'ambition. Tout ce qui se fait dans le port, nous savons le faire. Charger un bateau, décharger un bateau, transporter, stocker, livrer, même jusqu'à chez les clients, on sait le faire. On n'a pas besoin d'expertise. Dans mon entreprise, qui a 300 jeunes, il n'y a pas un seul expatrié. C'est des Sénégalais à 100% qui sont dedans. Mais on vous reproche aussi la précarité de vos emplois. Vos employés ne sont pas suffisamment protégés socialement.
qui sont taillables et corveillables à merci. Je ne peux pas parler des autres. Les gens qui sont chez moi, par la grâce de Dieu, bénéficient de tous les avantages que les gens dont ils peuvent bénéficier. Mais vous êtes d'accord que c'est une réalité au port? Vous savez. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de docker, c'est très péjoratif, c'est très chargé. Tout à l'heure, je taquinais Boubacar Diallo, mais c'est ça la vérité. Non, mais on a souvent dit, c'est ça qu'on dit, oui, les Sénégalais ne payent pas. C'est un faux procès. C'est un faux procès. Pourquoi c'est un faux procès? Les entreprises que nous dirigeons, c'est vrai que nous évoluons dans un contexte économique qui est difficile, mais nous nous battons autant que faire se peut pour que les salaires tombent dans les bonnes périodes. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Qu'on dise oui, les dockers ne sont pas précarisés. Si les dockers étaient précarisés, ils ne seraient pas là, ils ne seraient pas morts. Ils seraient morts depuis longtemps. Ce qu'on est en train de faire, c'est... Combien sont morts? Je ne vous accuse pas, mais combien sont partis à cause de conditions de travail très, très, très dures? Mais ça, c'est pas l'apanage des Sénégalais. Les sociétés multinationales, qu'elles soient multinationales, ont eu employé des dockers qui ont eu des accidents dans les conteneurs. Donc, c'est pas l'apanage des entreprises sénégalaises. Les accidents de travail, ça existe dans toutes les entreprises du monde. Alors, mais revenons sur la question de la préférence nationale, parce que de plus en plus, on entend des voix s'élever. Vous, dans votre combat, vous êtes allé même au-delà de Necotrans, vous avez posé le problème de l'autoroute et d'autres. On entend d'autres voix évoquer aussi la présence d'étrangers, de multinationales dans le secteur économique au détriment du privé national. Je disais tout à l'heure, pourquoi on ne sent pas vraiment une mobilisation du secteur privé national, peut-être qui devrait être un peu plus solidaire? Oui, mais M. Khan, aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a un problème fondamental chez nous tous. Je dis même pas sénégalais, mais africains. C'est la confiance en soi. Je reprends, à l'entame de l'émission, je rendais hommage à votre président, M. Youssou Ndour. M. Youssou Ndour a eu confiance en lui. M. Youssou Ndour a eu véritablement suffisamment de force, de courage et d'abnégation pour arriver là où il est arrivé. Mais s'il n'avait pas eu ce courage-là, il serait arrêté depuis longtemps. Je me rappelle souvent, il disait en phrase, en Wolof, et c'est ça la vérité. C'est ça le problème, c'est le drame chez nous. À chaque fois qu'une société sénégalaise appartenant à un Sénégalais ou un Africain, c'est toujours le nivellement par le bas. C'est un drame chez nous. Mais la compétence, l'esprit, Maoudou, aujourd'hui, vous êtes directeur d'une société de télécommunications. Disons de communication. De communication plutôt, de communication. Peut-être c'est une bonne prière. Oui, demain on verra. On sera vous peut-être dans les télécoms. Directeur d'une société de communication. Oui. Oui, mais c'est un groupe. C'est un groupe que vous gérez, par la grâce de Dieu. Et bien, c'est parce que quelque part, M. Youssou Ndour, encore je reviens vers lui, vous a fait confiance et a cru en vous. C'est exactement le schéma qui se pose dans nos pays. Il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on ose nous faire confiance. Alors, pourquoi le président de la République, qui est quand même la plus autorité de ce pays, n'a pas été saisi de cette question? Pourquoi vous n'avez pas estimé qu'il devait en être saisi? Donc, nous avons quand même fait une demande. Moi, individuellement, j'avais fait une demande au nom de ma société pour être reçu. Je ne sais pas s'il l'a reçu ou s'il ne l'a pas reçu. Mais au nom du groupe, qui est quand même composé de 8 à 9 sociétés, nous avons introduit une demande pour être reçu par le président de la République. Simplement pour dire, aujourd'hui, nous pensons que si c'est pour moderniser le port, nous sommes capables de le faire. Si c'est pour faire le port performant, nous sommes capables de le faire. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'on annule? Qu'on annule la concession. La concession. Ça, c'est une possibilité. Oui. La deuxième possibilité, que Necotrans, qui dit avoir les capacités d'investir, investissent dans le port, que ce soit au môle 8 ou au môle 5, ça ne dérange personne. Parce que les investissements qui existent là-bas, c'est des investissements qui sont flexibles et que les gens puissent travailler à chaque fois que chacun a une autre personne. C'est simplement, je dis, Necotrans a la possibilité de travailler, Necotrans n'a qu'à aller chercher ses clients et venir travailler comme tout le monde. Mais pas de lui donner le terminal vraquier. Non, de lui donner un cadeau comme ça, de prendre par force nos clients et de lui donner. Ça, c'est pas acceptable. Et si malgré tout, ça devait passer? Mais qu'on nous dise
aujourd'hui, dans quelles conditions ça va se faire? C'est-à-dire qu'on nous dise, monsieur Mbeng, voilà, nous avons décidé de le faire, mais nous allons vous indemniser. Monsieur Mbeng, nous avons décidé de le faire, mais nous allons reprendre votre personnel. Monsieur Mbeng, nous avons décidé de le faire, nous allons rembourser votre dette. Oui. Si c'est fait, vous êtes d'accord? Si c'est seulement cette condition. Si c'est expropriation pour cause d'utilité publique, oui, pour donner plus. Mais ces conditions-là doivent être remplies au préalable, c'est-à-dire remplies au préalable. Ce n'est pas rempli après avoir donné à Ménécotrans qui travaille 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais encore, j'en reviens par rapport aux investissements. Aujourd'hui, si vous allez dans le périmètre qui est concédé à Ménécotrans, il y a des investissements qui sont déjà là-bas, de l'ordre de 3 à 4 milliards de francs. On parle d'un terrain qui... que tout était presque à l'abandon. Non, mais c'est quand je vous invite, oui. Si vous avez le temps, oui. Quelques jours que ça conviendra, on ira au Molu, je vous montre de quoi on parle. Les députés sont venus là-bas, justement à l'occasion de rendre hommage à ces députés-là, qui, au-delà de tout ce qu'on peut croire, vraiment, je pense que ça, c'est des députés de la rupture. Parce qu'au-delà de rester simplement à voter des lois au niveau de l'Assemblée, ces députés sont allés vraiment sur le terrain constater ce dont on parle et ils ont vu qu'il y avait des investissements. Ils sont partis même au niveau des mines pour voir l'impact que ces mesures-là allaient avoir. C'est-à-dire, ces mesures-là allaient faire que des familles perdent leur emploi, que des familles soient disloquées, que tous les investissements qui étaient faits dans ces villages-là soient totalement perdus. Ce qui est inacceptable. Le grand jury de la RFM reçoit Ndiankou Mbeng, vice-président du syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal. Très rapidement, pour fermer cette longue parenthèse, parce que c'est le principal thème vraiment de cette émission, il y a Pala Mbeng, avec qui vous travaillez, qui est convoqué à la police. Oui. Quelles sont les nouvelles que vous avez de Pala Mbeng? Alors, M. Khan, avant de fermer cette parenthèse, vous me donnez peut-être 2 minutes. Je veux parler du port. Oui. Je veux parler du port. Oui. Le port autonome de Dakar, je pense aujourd'hui, objectivement, M. Khan, doit être confié à une autre personne, à un autre dirigeant. Pourquoi je le dis? Vous récusez l'actuel DG? Absolument. Qui n'a ni les compétences, qui n'a ni le savoir. Parce que ça fait 2 ans que le port est totalement perturbé dans son fonctionnement. Vous imaginez tout le bruit qui est fait, c'est des inaugurations, c'est des représentations, mais jamais une réflexion pour pouvoir améliorer le trafic du port. Abidjan est à 21 millions de tonnes, le port de Dakar est à 12 millions de tonnes. Abidjan a fait un chiffre d'affaires de 70 milliards de francs CFA, le port n'est qu'à 30 milliards de francs CFA. Le port de Tema, toute activité confondue. Bien sûr. Le port de Tema, les 2 ports Tema Takoradi au Ghana sont à plus de 21 millions de tonnes. C'est ça la réflexion qu'il faut mener. Je ne pense pas qu'embaucher du personnel, 400 personnes, pour pouvoir multiplier les salaires. Imaginez, M. Khan, vous savez quelle est la masse salariale annuelle du port de Dakar? 12 milliards de francs CFA par an. C'est une hérésie, le port. Je l'ai dit aujourd'hui. Sur un chiffre d'affaires de 30 milliards. Oui. Mais c'est une hérésie. Je dis aujourd'hui, si on en fait attention. Est-ce que c'est nouveau ça? Est-ce que ça date de M. Cheikh Kanté? C'est aujourd'hui que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. Merci M. Kanté me donne l'occasion d'en parler, j'en parle. D'en parler mais ouvertement. Ça date de bien avant lui, non, mais, cette gestion que vous dénoncez. Mais moi, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que malheureusement, ça va de mal en pis. C'est-à-dire, aujourd'hui, je n'ai jamais vu dans le port, ça fait 25 ans que je fréquente les allées du port, je n'ai jamais vu embaucher 400 personnes le même jour, faire flamber les salaires jusqu'à 12 milliards. Parlons de Pala Mbeng maintenant. Quelles nouvelles vous avez de lui? Mais Pala, hier, quand on allait justement vers les mines, nous avons été accueillis par les jeunes de Rufisque. Alors, les jeunes de Rufisque ont juste manifesté pour justement comprendre qu'ils n'étaient pas contents de la concession. Parce que moi-même, je suis originaire de Rufisque et j'en emploie quand même les 300 que j'emploie, il y en a une bonne partie. En cours de route, après avoir franchi Rufisque, il a été convoqué par la police de Rufisque. Donc, à notre route, nous sommes partis jusqu'à Thiès. À notre retour, il est passé à la police de Rufisque. On lui a fait comprendre que malheureusement, le commissaire qui l'avait convoqué n'était pas là. Oui, il s'est présenté à 19h. Oui, mais parce qu'on était sur la route de Thiès. Oui, au jour d'aujourd'hui. Il a répondu à la convocation. Mais il devait y aller, mais je n'ai pas eu de nouvelles parce que j'étais en train, moi, ce matin, de travailler. Je ne l'ai pas eu ce matin. Je ne sais pas, il devait m'appeler quand il aura fini. Il va m'appeler.
Très bien. Alors, on va très rapidement, parce qu'il nous reste 2 petites minutes, Ndiankou Mbengue. Question courte, réponse courte. Parlons du Code général des impôts en application depuis 1 an et qui a été révisé. Je parle du Code des impôts révisé. Qu'en pensez-vous en tant qu'entrepreneur? Et quelqu'un, un vieux sage me disait, une bonne loi n'est supportable que par le papier sur lequel on l'a couché. Bon, le Code général des impôts a fait beaucoup d'innovations. Mais je pense qu'il y a des aspects qu'il faut... Je donne un exemple simple. On fait payer à ceux qui n'ont pas de NINEA une redevance de 1%. 3% plutôt, 3%. Mais malheureusement, cette redevance-là, elle n'est pas... Cette taxe-là, plutôt, c'est une taxe. Cette taxe-là n'est pas plafonnée. Ça veut dire que quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 50 milliards en importation et qui n'est pas recensé, qui n'a pas de NINEA, va payer 3% de 50 milliards. 3% de 50 milliards, ça fait beaucoup d'argent. Alors que c'est revenu, peut-être qu'en impôt, il va payer moins. Ça devrait être plafonné. Je donne juste un exemple. Là. C'est un exemple. Mais aujourd'hui, fondamentalement, le Code général des impôts, bien sûr, donne des avantages qui permettent aujourd'hui de mieux faire ce qu'on est en train de faire sur le plan de nos entreprises. Donc, il est bon, à votre avis. Oui. Et le nouveau code des douanes? Ah, là, vous me donnez l'occasion vraiment de rendre hommage à ceux qui ont véritablement pensé à ce code-là. C'est plein d'innovations. Par exemple, avant, la bonne foi n'existait pas en douane. Si on vous prend, monsieur Khan, vous avez fait erreur, vous avez fait omission, la bonne foi n'existait pas. On ne comprenait pas tout de suite. C'est PV, constat. Si vous ne transigez pas, vous risquez de passer la nuit à propos du fameux délit douanier. Voilà. Vous risquez de passer la nuit au-dessus de vous. Aujourd'hui, les gens ont compris quand même qu'ici le code a été fait à une certaine année, ça répondait à d'autres préoccupations. Maintenant, les entrepreneurs ne sont plus des délinquants. C'est des gens qui investissent. C'est des gens qui veulent développer le Sénégal. Donc, certains aspects qui ont été vraiment revus à la baisse. Et vraiment, je rends hommage à ces rédacteurs du Code des douanes. C'est des gens que je connais bien et qui sont des bons travailleurs. Le plan Sénégal émergent, qui a eu presque l'approbation de tous les bailleurs du Sénégal et qui a comme objectif très rapidement de faire passer le taux de croissance à 5% à partir de 2016, de faire entrer le Sénégal dans le cercle des pays dits émergents. Monsieur Khan, moi je vais être très réaliste. Très très réaliste. Je dis d'abord, nous ne pouvons pas continuer à bâtir notre pays sur la base de prêts et d'emprunts, sans pour autant penser d'abord aux ressources pour rembourser à ces prêts et emprunts. Ça, c'est le premier constat. Je me rends compte que d'année en année, on va emprunter. On va se mettre des plans sur 15 ans, 20 ans. Moi, si ça ne dépendait que de moi, tout gouvernant qui arrive va limiter ses engagements à son mandat. Ah oui? Oui, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vision. Non, il y a une vision, monsieur Khan. Il y a une vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un plan sur 2032 ou 2035. Ouais, 2035, en tout cas pour le PSE. 2035. Oui. Mais est-ce qu'il est évident que ceux qui vont arriver après, dans 5 ans, dans 10 ans, vont forcément suivre ce plan-là? Vous ne croyez pas au PSE? Non, je crois au PSE. C'est une réflexion très bonne. Mais j'ai dit, limitons les choses à des moments quantifiables, à des moments qui sont là, qui sont à portée de main. En 2032, c'est vraiment l'aléa, il peut se passer plein de choses. Ça, c'est... Moi, je me dis encore, mon souci, c'est qu'on puisse, nous, aujourd'hui, bâtir notre économie, non pas sur l'emprunt, mais sur des ressources qui sont là, qui sont capables de générer éventuellement des remboursements. Quand le président de la République revenait de voyage, il disait, mais bravo, monsieur le président de la République, mais j'ai l'impression que vous êtes revenu en disant, je suis un grand emprunteur. Dernière question, la tension politique notée depuis quelque temps dans le pays. Qu'est-ce qu'en pense le privé que vous êtes? Mais M. Khan, j'ai suivi votre chronique. Je suis totalement avec vous, en phase avec vous. Votre chronique par rapport
la tension sociale. Je suis totalement avec vous. Je ne vous ai pas posé cette question pour que vous me donniez cette réponse. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, je partage avec vous ce que vous avez dit. Mais j'ai dit la tension politique. Je pense que c'est une des facettes de Nécotrans. Le Sénégal se construit dans la concertation. Le Sénégal se construit dans le dialogue. Le Sénégal se construit. Il ne s'agit pas à chaque fois qu'il y a incompréhension, soit de ne pas répondre, soit de bastonner, soit de brimer. Je prends un exemple dans notre secteur. Aujourd'hui, ce qui se passe chez Nécotrans aurait pu ne pas se passer. Moi, en tant que gouvernant, je parle de moi, c'est un choix. Quand j'arrive à la tête de la magistrature, je dis, mais dans chaque secteur, je veux voir qui sont les principaux acteurs. Et j'essaie de voir qui sont les Sénégalais qui s'y agitent. Et de comprendre comment peut-être les aider à y progresser, tout en mettant bien sûr les investisseurs étrangers, nationaux, multinationaux qui sont là-dedans. Et ça permet de comprendre un peu l'environnement. Très bien. Merci Ndiankou Mbengue. Nous sommes au terme de cette émission Le Grand Jury qui recevait donc le vice-président du syndicat des entreprises des manutentions des ports du Sénégal, Ndiankou Mbengue. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury. Je précise que notre micro, le micro du Grand Jury est ouvert au directeur général du port, que nous recevrons avec plaisir si son emploi de temps lui permet. Dimanche prochain, s'il accepte bien sûr notre invitation, nous ne manquerons pas de le faire. Émission présentée avec un immense plaisir, comme toujours, par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Diop. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.